Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 30 novembre. Ouverture officielle à Seattle aux États-Unis de la 3e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Premières heures marquées par des manifestations et beaucoup de pagaille. Pour les 35 heures, le respect des conventions collectives et plus généralement pour l'emploi, des manifestations diverses et inégales ont eu lieu aussi bien à Paris que dans plusieurs villes de France aujourd'hui. L'auteur présumé d'une série de viols commis dans le Lot-et-Garonne, arrêté par les gendarmes, aurait avoué ses crimes. Demain, 1er décembre, journée mondiale consacrée à la lutte contre le sida. Les malades sont au sud et les médicaments au nord. Des essais de vaccins sont annoncés. Invité de cette édition, le professeur Luc Montagnier. Cinéma, sortie demain du film de Jacques Maillot, Nos vies heureuses, un joli portrait de groupe entre mal de vivre et amitié. Depuis 1 heure environ à Seattle, sur la côte ouest des États-Unis, les représentants des 135 pays membres de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, sont officiellement réunis pour débattre de la mondialisation, de la libéralisation des marchés et des contraintes douanières. Mais avant même que ne commencent des échanges qui seront à n'en pas douter difficiles entre l'Europe et les États-Unis, entre les pays riches et les pays pauvres, les manifestants venus rappeler que tout ne doit pas être une marchandise, eh bien, ils ont fichu une belle pagaille. Reportage de nos envoyés spéciaux, Étienne Lénart et Aaron Diamond. Ils ont tout juste attendu que le jour se lève pour commencer à se déployer. Dans le centre de Seattle, ils sont des centaines membres de groupes écologistes et de défense des consommateurs qui entament leur travail de sape. Chaque carrefour est soigneusement paralysé. L'opération blocus commence par la circulation et l'objectif est clairement affiché. On va essayer de mettre le plus de foutoirs possible ici pour que les délégués ne puissent pas accéder au centre de conférence. On va faire capoter l'OMC. Et de fait, dès qu'un délégué à la conférence sort dans la rue, il est immédiatement et gentiment happé par les manifestants. Pour certains, il ne sera même pas question de se rendre jusqu'au centre de conférence, à quelques dizaines de mètres de là. Les entrées des hôtels sont bloquées. Quant à l'immeuble qui abrite le sommet de l'Organisation mondiale du commerce, il est presque devenu un camp retranché. Bref, la réunion démarre sous le signe de la confrontation. Dans les pays en voie de développement, comme chez moi aux Philippines, on a parfois l'impression que l'Organisation mondiale du commerce ne sert à rien. Et très souvent, nous aussi, nous la critiquons. Mais il faut bien faire avec. On n'a pas vraiment le choix. On en oublierait presque les dizaines de milliers de personnes représentant plus de 750 associations à travers le monde qui battent le pavé pour protester, elles aussi pêle-mêle, contre le bœuf aux hormones, le maïs génétiquement modifié, les multinationales et le travail précaire. En bloquant le centre de Seattle, les manifestants paralysent également l'activité de l'un des centres du commerce international. Un symbole de plus dans une journée qui n'en manquera pas. Alors on va maintenant à l'intérieur du centre de conférence de Seattle. La cérémonie officielle a donc été quelque peu perturbée par les échos des slogans anti-OMC, comme l'ont constaté Pascal Golomer et Dominique Bonnet. La matinée devait être consacrée à l'ouverture officielle de la conférence avec Madeleine Albright, la secrétaire d'État américaine, en vedette. Ouverture retardée. Les journalistes ont dû pour l'instant se contenter de suivre sur les écrans de télévision la retransmission en direct des manifestations. Faut-il y voir un symbole des négociations qui patinent, tant les positions des uns et des autres sont éloignées? En tout cas, Pascal Lamy, le commissaire européen, fort du soutien des ministres des 15, réaffirmé hier soir, entend bien élargir les débats à une multitude de sujets, liés par exemple commerce et normes sociales ou environnementales, pour ne pas se cantonner à une négociation sur l'agriculture et les services, comme le souhaitent les États-Unis. Pour nous, sortir de la semaine de négociation à Seattle sans accord sur le calendrier et sur l'agenda, c'est un délai, un simple délai. Sortir d'ici avec un mauvais accord, avec un accord réduit aux acquêts de l'agriculture et des services, ce serait un échec et un renoncement grave. Encore faut-il convaincre les pays en développement que parler normes sociales ne signifie pas forcément protectionnisme déguisé de la part des pays riches. Quant aux Américains, on ne saura pas ce matin tout le mal qu'ils pensent de la politique agricole commune et des subventions versées par l'Europe. Leur représentante, Charlene Barchevsky, a annulé sa conférence de presse 10 minutes avant l'heure prévue. Simple question d'intendance, dit-on officiellement. Alors Pascal Golomer, est-ce que vous avez l'impression que José Bové et ses autres amis anti-OMC ont gagné la première manche?
Ce qui est sûr, Claude, c'est que la confusion règne aujourd'hui à Seattle. Je me trouve actuellement dans le bâtiment principal, le centre de conférence, qui est protégé par les forces de l'ordre, qui ont envoyé à plusieurs reprises des bombes lacrymogènes sur les manifestants, des manifestants qui sont bien décidés à rester sur place tout au long de la journée. Confusion, c'était d'ailleurs l'objectif affiché par les associations qui manifestent aujourd'hui à Seattle, perturber au maximum la tenue des débats officiels. Eh bien, l'objectif est atteint. Jamais jusqu'à présent on avait pu avoir une telle tribune pour les opposants à la mondialisation. Alors du côté des gouvernements qui participent à la conférence ou qui vont participer à la conférence, on se félicite officiellement que le débat autour du commerce mondial et de sa régulation soit devenu un débat public. Le président américain Bill Clinton, qui sera à Seattle demain, a d'ailleurs annoncé qu'il rencontrera à cette occasion un certain nombre de manifestants. Mais cette mobilisation sans précédent risque également d'accroître la pression sur les négociateurs qui devront négocier, tenir compte de l'opinion publique nationale, une pression qui risque de compliquer également la recherche du consensus, le consensus qui est la règle d'or au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Merci Pascal. Ce matin, c'était sur France 2 dans les 4 vérités, la ministre Martine Aubry révélait une nouvelle baisse du chômage constatée au mois d'octobre en France. La CFDT a qualifié de très bonne nouvelle cette baisse de 1% du nombre de demandeurs d'emploi. Il y a désormais 2 668 800 chômeurs selon les statistiques du ministère. Mais les personnes qui sont au chômage sont bien loin de se satisfaire de ces annonces répétées, même optimistes depuis quelques mois, d'une baisse du nombre de demandeurs d'emploi. Ainsi, à Marseille, pour la 3e année consécutive, la CGT Chômeurs a réussi à mobiliser plus de 10 000 personnes pour revendiquer une prime de Noël de 3 000 francs et la mise en place d'un fonds partenarial pour indemniser les chômeurs. Correspondance Mickaël Darmon et Didier Leduc. Une prime pour les chômeurs et un montant tout trouvé. Pour la 2e fois en 10 jours, les comités CGT emplissent les rues de la ville. C'est la marche de Noël des chômeurs, presque une tradition dans la chronique sociale de Marseille. Pour les jeunes aussi, il ne faut pas laisser un peu. De 18 ans, 25 ans, ils n'ont rien d'avenir. Vous imaginez le temps qu'on perd à manifester comme ça devant. Et c'est trop la misère qu'on voit aujourd'hui. Tu l'as pas vu? Allez, faites avancer quartier nord. Hein. Mais cette année encore, les chômeurs répondent à l'appel de leur leader vedette, Charles Ouarot. Tu le gardes pour l'instant. Hein. Ça, tu vois, quel arrondissement? Première. Ils sont devant, la monte à la banderole. Il y a la banderole du premier. Hein, c'est le 3e. Troisième, ils sont devant aussi, rattrape-les. Syndicaliste atypique, sorte d'électron libre de la CGT, il organise l'action des chômeurs dans les Bouches-du-Rhône et leur fait remplir les demandes pour la prime de Noël. Au fond, ce qui est posé au-delà de la prime de Noël, bien au-delà de ça, c'est la question de tous ceux qui sont pauvres, qu'ils soient salariés ou chômeurs. Arrivé devant la préfecture, l'entrevue avec un collaborateur du préfet ne dépasse pas 5 minutes. La bonne nouvelle, c'est le nombre de manifestants. Hein. Car l'enveloppe devrait être moins importante que celle de l'année dernière. Une réunion est prévue pour la semaine prochaine entre les chômeurs et les pouvoirs publics. En attendant, les comités CGT maintiennent l'ordre de mobilisation car c'est aussi la crédibilité de son leader qui cette année est en jeu. La CGT ne s'est pas contentée de mobiliser à Marseille, puisque ce matin et cet après-midi, dans de nombreuses villes de France ainsi qu'à Paris, le syndicat de Bernard Thibault, ainsi que Force ouvrière, la CFDT, la CFTC et la CGC organisaient de multiples manifestations d'inégale ampleur sur les 35 heures, sur le respect des conventions collectives de branche, notamment dans les banques. Une journée de mobilisation pour peser, alors que s'ouvre le débat parlementaire sur la 2e loi de réduction du temps de travail. Commentaire Cyril Deveau et Daniel Lévy. La CGT maintient la pression. Aujourd'hui à Paris, entre 6 000 et 10 000 manifestants se sont mobilisés pour les 35 heures, mais contre certaines dispositions du projet Aubry en ce qui concerne les heures supplémentaires, le travail des cadres sans limite horaire ou la flexibilité. Ces conflits doivent conduire les parlementaires et le gouvernement à mettre davantage de garde-fous dans la loi pour que son application puisse aboutir aux objectifs visés, notamment en matière de création d'emplois. À quelques rues d'ici, un autre cortège. Entre 15 et 20 000 employés de banque. Dans la profession, on n'avait pas vu cela depuis 20 ans. Les syndicats, toutes couleurs confondues, mobilisent pour les 35 heures et pour la défense de la convention collective du secteur bancaire. Oui, à notre convention! Non, non, non! Une convention collective particulièrement favorable. Aujourd'hui, le patronat veut profiter des négociations sur la réduction du temps de travail pour mettre en cause ses avantages. En raison des 35 heures,
mais c'est un prétexte. En fait, en réalité, c'est parce qu'ils veulent réduire les coûts du travail et procéder à des restructurations. Même mobilisation en province, comme ici à Lyon, où la CGC et la CFDT ont rejoint la CGT. Partout en France, les manifestants espèrent obtenir des avancées dans le projet Aubry. Et face aux obligations que fixe la loi pour la réduction à 35 heures du temps de travail, les réticences et les résistances des chefs d'entreprise de petite ou moyenne importance sont toujours très fortes. Ils veulent garder la capacité de choisir les moyens les plus appropriés pour réduire le temps de travail en fonction de leur production respective. Exemple à Tours, dans une société qui fabrique des couveuses, avec le reportage de Jean-Bernard Schmitt et Christophe Vignal. Des ateliers. Nous nous trouvons ici dans l'atelier plastique. Au bureau. Tout est conforme à ce qui avait été dit en réunion. Il veut être un patron super actif. Jacques Fredel ne compte pas son temps. Inutile de lui parler de 35 heures, ni pour lui, ni pour son entreprise. Il est contre. Je veux pouvoir discuter sans avoir une loi au-dessus de moi qui m'oblige à faire ceci ou cela. Et le problème, il est là. Une PMI ne peut pas passer aux 35 heures. C'est pas possible. La société Medipréma est le premier fabricant français de couveuses pour bébés. Elle emploie 50 personnes. Ici, les négociations sur le passage aux 35 heures n'ont pas commencé. Elles ont à peine été évoquées. La loi rentre en application au 1er janvier, mais peu importe. Nous ne comptons absolument pas bouger, nous ne comptons pas modifier notre horaire de travail, qui est de 38h50, nous resterons à 38h50. Jacques Fredel peut se le permettre, car la première année, au-delà de 35 heures, les heures supplémentaires ne seront que faiblement taxées. 1 an de répit pour l'entreprise, 1 an d'attente pour les salariés. Comme dans de nombreuses PMI, ici pas de syndicats, les employés se mobilisent peu pour la réduction du temps de travail, même s'ils souhaiteraient voir les choses s'accélérer. Je pense que ça va un peu lentement, oui, parce que bon, je connais beaucoup de sociétés à l'extérieur, ils sont déjà passés aux 35 heures, et ici on n'en entend pas du tout parler, donc on se pose quelques questions. Oui. Si les 35 heures ils sont bien gérés, à mon avis, ça ne devrait pas poser de problème. Le problème pour Jacques Fredel risque de surgir au 1er janvier 2001. Les heures supplémentaires seront alors fortement taxées. D'ici là, il entend tout tenter pour faire changer d'avis le gouvernement et faire modifier une loi qu'il finira par appliquer, mais contraint et forcé. La contestation sociale n'était pas seulement celle des chômeurs ou de ceux qui luttent pour les 35 heures. Elle était aussi, de façon plus violente, celle des mineurs de Moselle. À Metz, à Forbach, ils se sont attaqués aux hôtels des impôts et aux préfectures. L'intersyndicale des mineurs juge insuffisante une prime de 500 francs de fin d'année présentée par la direction des charbonnages de France. Commentaire Yann Fronti avec Jérôme Soulard et Patrick Schumacher. Ce matin, la manifestation a tourné au conflit ouvert. Aux pneus brûlés et aux voitures incendiées ont répondu les tirs de gaz lacrymogène des forces de l'ordre. Très remontés, les mineurs réclament une hausse de salaire. Dans la matinée, une délégation a été reçue à la préfecture, mais cette rencontre n'a rien donné. Cette réunion a été un piège pour les mineurs puisque monsieur le chef de cabinet nous a dit qu'il n'avait absolument rien à proposer aux mineurs de plus que ce que Charbonnage nous a proposé, c'est-à-dire qu'on en reste aux 500 francs de prime uniforme dont personne aujourd'hui ne se satisfait. La direction propose en effet une prime à ses salariés. Eux ne veulent pas en entendre parler, c'est une augmentation de salaire qu'ils réclament car d'ici 5 ans, les mines seront fermées. Se sachant condamnés, les mineurs veulent s'assurer une retraite décente calculée sur le salaire hors prime. Un salaire jugé d'ailleurs beaucoup trop bas, en moyenne 10 000 francs net par mois. Quand on pense qu'au niveau des pouvoirs publics, sans cesse, on n'arrête pas de nous dire que la croissance est de retour, que tout va bien dans ce pays, que tout se porte bien, on ne peut pas concevoir que depuis 18 mois, on n'a pas la moindre augmentation salariale. Résultat, les gestes de colère se sont multipliés. Ce matin, les mineurs ont tenté de bloquer la gare de Metz. Peu après, la tension est encore montée d'un cran quand quelques-uns d'entre eux ont saccagé l'hôtel des impôts de Forbach. Une cible symbolique, les salariés des houillères refusent en effet de voir disparaître l'abattement fiscal de 10% auquel ils ont le droit. Une disparition pourtant programmée pour l'année prochaine. Le Premier ministre a quelque peu infléchi sa position concernant la Corse. Il ne met plus de préalable pour discuter avec tous les élus de l'Assemblée corse, y compris donc avec les nationalistes qui ne condamnent pas les auteurs des attentats. Il se dit prêt à les recevoir très vite à Matignon, a-t-il annoncé cet après-midi à l'Assemblée nationale. Commentaire Jean-Baptiste Prédali. À sa place, au banc du gouvernement, Lionel Jospin avait préparé sa réponse. Sur la Corse, il s'agissait de reprendre l'initiative. Une question posée par la droite a suffi pour que le Premier ministre annonce un dialogue direct sur la situation dans l'île. Je suis prêt à recevoir
à l'hôtel Matignon, très rapidement, dès que possible, les élus de la Corse ensemble, pour en débattre avec eux. Proposition de rencontrer les représentants de tous les mouvements insulaires, nationalistes compris. Dans les couloirs, les premiers concernés, les élus corses, réagissent favorablement. Personnellement, je répondrai positivement à l'appel du Premier ministre qui répond au nôtre visant à un échange collectif entre Paris et la Corse. Cela me paraît une première étape très utile. À droite, on hésite pourtant entre le scepticisme et l'approbation. Je ne suis pas choqué que le Premier ministre invite les élus de la Corse, mais je demande au Premier ministre de prendre ses responsabilités et notamment de mettre de l'ordre dans les services de l'État. Pour l'instant, ce n'est pas fait. J'aurais aimé que le Premier ministre réaffirme d'abord que la Corse, c'est la France et que les Corses sont des Français. La gauche soutient bien sûr l'initiative de Lionel Jospin. En Corse, les nationalistes élus à l'Assemblée régionale réservent, eux, leur réponse à l'invitation de Matignon pour les prochains jours. Et quelques heures après ces déclarations de Lionel Jospin, un groupe nationaliste jusqu'alors inconnu, baptisé Clandestinou, a revendiqué les attentats commis jeudi dernier à Ajaccio. Explication avec Agnès Varamian. Ce texte d'une page contient très peu de justification politique des attentats. Quelques mots sur l'oppression fiscale du gouvernement symbolisée par l'URSSAF, une phrase sur la décorcisation menée par l'État français, mais c'est tout. Les clandestins consacrent en revanche 2 paragraphes à expliquer qu'ils avaient pris toutes les précautions pour protéger les vies humaines et demander pardon aux victimes. Dans sa rédaction, le texte est assez inhabituel. Très clair, il n'a pas le traditionnel jargon nationaliste plein de références historiques. Issus de la lutte de libération nationale, nous avons décidé d'occuper le terrain militaire pour forcer l'État français à engager le règlement politique de la Corse, écrit Clandestinou, pour prévenir ensuite. Si un signe d'ouverture n'est pas donné rapidement, nous serons dans l'obligation de porter nos coups sur le sol français. Un avertissement que d'autres groupes clandestins ont déjà mis en œuvre dans un passé récent. Une formulation relativement nouvelle, l'annonce d'un texte à venir dans les 3 semaines et surtout une signature inconnue, alors que les mouvements clandestins n'ont jamais été aussi nombreux et divisés qu'aujourd'hui, on en compte 6. Clandestinou est-il composé de dissidents, d'anciens ou de plus jeunes militants de ces organisations? Impossible à dire. La manière de revendiquer est-elle aussi peu courante et audacieuse? Le rédacteur en chef de France 3 a entendu frapper à la fenêtre extérieure de son bureau. Il a ouvert. Le communiqué se trouvait là sur le rebord. Les enquêteurs comptaient sur ce texte pour les éclairer sur les auteurs des attentats. Il ne fait qu'ajouter à leur expectative et raviver les mauvais souvenirs de l'enquête Erignac. Et aujourd'hui à Bastia, 1 millier de personnes ont manifesté pour protester contre les attentats de jeudi dernier, attentats qui ont fait 7 blessés. Les services administratifs ont pratiquement tous fermé leurs portes pour l'occasion, ainsi que les écoles. Parmi les manifestants, il y avait de nombreux employés de la fonction publique. Dans le Lot-et-Garonne, les gendarmes ont procédé à l'interpellation hier soir d'un homme d'une 30aine d'années, résidant à Agen. Cet homme est soupçonné d'avoir commis une série de viols ces derniers mois. Il aurait reconnu les faits. Commentaire Frédéric Dupuis avec David Bazier et Philippe Dumail à Agen. Sébastien da Soledad, marié et père d'un bébé de 18 mois, vient d'avouer ses crimes devant le juge. Les crimes du violeur en série qui nargue les gendarmes d'Agen depuis 1 an. Il a reconnu avoir agi à 5 reprises, 5 victimes âgées de 12 à 60 ans. C'est quelqu'un d'abord qui reconnaît tout avec un luxe de détails tel d'ailleurs qu'il n'y a aucune raison de pouvoir même mettre en cause ses aveux. Puisque le bon nombre des détails qu'il indique n'étaient jamais parus dans la presse, pour la bonne raison que vous les ignoriez sans doute. Et puis, qui donc, fournissant ce luxe de détails, c'est difficile de croire à des remords qu'il n'exprime d'ailleurs même pas. Depuis le début de l'année, il jouait au chat et à la souris avec les gendarmes. Bonsoir. Vous direz à André qu'à la prochaine fois qu'il va sonner aux portes déjà... Il signait ses crimes par une vingtaine de coups de fil provenant de cabines, tous enregistrés. De la part de Laurent. Il se faisait appeler Laurent. On avait décidé de tisser un lien amical, enfin, un lien amical entre guillemets avec ce garçon-là. Il a pris de plus en plus d'assurance jusqu'à comprendre qu'on n'était pas capable de l'arrêter et après à nous provoquer et à jouer avec nous. Mais c'était le but recherché, si vous voulez. Le but c'était de l'amener à faire une erreur pour nous permettre de le remonter, de l'arrêter le plus rapidement possible. Gardé à vue et mis en examen pour viol sous la menace d'une arme, l'homme a subi des tests ADN pour que soit prouvée sa culpabilité.
Dans les jours à venir, il devrait être interrogé sur l'affaire de la petite Marion, dont il a dit être un témoin important et savoir où elle se trouve. Oui, certains éléments de ce reportage font partie d'un document d'envoyé spécial réalisé par François Ponchelet. La société Elite, qui emploie des mannequins, contre-attaque après les accusations d'abus sexuels et d'usage de drogue, accusations lancées dans un magazine de la BBC la semaine dernière. La société Elite met en cause le montage du document. Les 2 directeurs de cette société Elite, un temps mis à pied, ont été réintégrés. Le Conseil d'orientation du Crédit municipal de Paris, ma tante, vient de demander à Jean Tibéry de suspendre le directeur général Guy Legris. Celui-ci avait été nommé au mois de juin dernier par le maire de Paris, dont il est un proche. Décision difficile au sein du Rassemblement pour la France, le RPF, de Charles Pasqua et Philippe de Villiers. Les 2 hommes, ainsi que leurs représentants, n'étaient pas franchement d'accord à propos du 2e tour de l'élection législative partielle de la 21e circonscription de Paris. Finalement, c'est la ligne ni droite ni gauche qui l'emporte, donc celle de Charles Pasqua, et le candidat UDF, Didier Bariani, en conséquence, ne sera pas soutenu par le RPF. Commentaire Arnaud Boutet et Jean-Marc Sursin. Après 1h30 de réunion suivie d'un vote, le premier bureau politique du tout nouveau RPF annonce sa décision sous la forme d'un communiqué. Le bureau national, conscient que le RPF constitue aujourd'hui un recours pour l'ensemble des Français, laisse ses électeurs se déterminer en fonction de l'intérêt national. Pas de consigne de vote, c'est exactement ce que réclamait Jean-Louis Arajol, appuyé par Charles Pasqua. Le candidat du RPF a obtenu 11,5% au premier tour et il veut en rester là. D'autres, au contraire, se fixent une autre priorité, battre la gauche par un appel au vote UDF si nécessaire. Quand on est dans l'opposition, comme le disait François Mitterrand, on s'oppose, et pour s'opposer, eh bien, nous appellerons à faire barrage, nous devons appeler à faire barrage au candidat gouvernemental. Je suis dans l'opposition nationale, et même si la politique c'est naviguer entre les inconvénients, je choisis toujours le moindre. Charles Pasqua a donc tranché, au risque de perturber ses électeurs du 20e arrondissement, appelés à se rendre aux urnes dimanche prochain, mais sans savoir pour qui voter. Les honneurs de l'Assemblée nationale pour le chancelier allemand Gerhard Schröder avant de s'adresser aux députés dans l'hémicycle. M. Schröder avait eu l'occasion de s'entretenir avec M. Chirac, M. Jospin, en évoquant non seulement l'Europe de la défense, mais aussi l'euro et le retour en Allemagne des déchets nucléaires actuellement retraités en France. Demain, 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Depuis le début de l'épidémie, le sida a infecté plus de 50 millions de personnes dans le monde, 16 millions en sont mortes. Les personnes malades sont pour 70% d'entre elles au sud, en Afrique. Un appel de la Fédération mondiale des scientifiques vient d'être lancé. Il faut relancer la recherche vaccinale pour les pays en voie de développement. Un vaccin préventif serait soumis à des essais à l'automne de l'année 2000. Explication Jean-Daniel Flézaquier et Philippe Deslandes. C'est une photo et un symbole. À gauche, Luc Montagnier, à ses côtés, Robert Gallo. Pendant des années, les 2 hommes se sont combattus pour la paternité de la découverte du virus du sida. Aujourd'hui, ils sont ensemble pour demander qu'on avance vite dans la mise au point d'un vaccin. À l'Institut Pasteur, comme dans beaucoup de laboratoires, on cherche les préparations qui feront le ou les vaccins de demain. Premier objectif, traiter les personnes déjà infectées en renforçant leur défense naturelle. Le principe, aller détruire le virus au sein des cellules qu'il parasite. Et cela grâce aux cellules de défense de l'organisme. Des cellules que l'on va doper grâce à des substances biologiques sécrétées naturellement ou bien encore à des extraits de virus. Mais l'idéal sera le vaccin préventif pour protéger les personnes non infectées. De ce côté, les choses vont mieux, disent les spécialistes. Il y a vraiment beaucoup plus de collaboration et de financements internationaux qu'il y a 3 ou 4 ans. Et cela inclut les pays du tiers-monde. Ravagée par le sida, l'Afrique du Sud, elle, ne veut pas attendre et propose son propre vaccin. Nous avons déjà un vaccin potentiel dont nous allons débuter l'évaluation à l'automne 2000. Tout le monde espère qu'un vaccin arrivera bientôt et que les pays les plus pauvres pourront se l'offrir, ce qui n'est hélas pas le cas pour les médicaments. Professeur Montagnier, bonsoir. Bonsoir. Il y a un vrai déséquilibre. Les malades, dans leur immense majorité, sont au sud. Les médicaments, les moyens financiers sont au nord. Tout à fait. On ne peut pas oublier le sida, malheureusement. L'épidémie continue à progresser à une vitesse énorme dans certains pays du tiers-monde, c'est vrai. Il ne faut pas oublier non plus que chez nous, le sida continue. Il y a 5000 personnes par an qui s'infectent, malgré toutes les campagnes d'information. Et les médicaments, malheureusement, suscitent de plus en plus de résistance du virus. C'est étonnant ce que vous dites sur la France, parce qu'on a le sentiment, à tort ou à raison, depuis l'arrivée des trithérapies, qu'au fond, ça va mieux. Il y a presque une banalisation. Un sondage montrait récemment que les jeunes étaient moins sensibles au danger.
Oui, c'est très alarmant. On pense qu'effectivement le sida maintenant peut être guéri, ce qui est faux. Les médicaments permettent effectivement à beaucoup de personnes affectées de vivre, d'assez bien vivre, mais ils sont très contraignants, ils coûtent très cher. Et malheureusement, au bout de quelques années, ils induisent des résistances. Et de plus en plus de patients en France sont traités non pas par 3, mais par 4, même 5 médicaments. Et déjà qu'ils avaient de lourdes difficultés à gérer ces 3 médicaments, mais ça va être très difficile. Et bien sûr, tout ceci ne peut être appliqué dans les pays en voie de développement. Si par exemple la France avait 10% de personnes affectées, c'est-à-dire 6 millions, un traitement coûtant 60 000 francs par an, ça ferait 360 milliards. Donc la France même ne pourrait pas supporter. Donc imaginez tous ces pays qui ont des ressources extrêmement faibles, comment sortir? Eh bien, une des moyens, c'est quand même de continuer la recherche, parce qu'il y a possibilité d'avoir des médicaments moins chers, moins contraignants pour l'Afrique et pour les autres pays, et puis aussi de développer un vaccin. Médicaments moins chers, est-ce que vous avez le sentiment que les laboratoires qui détiennent certains de ces médicaments font tous les efforts qu'ils devraient faire? Je pense. Il y a des nouveaux médicaments. On les accuse, au fond, de maintenir des prix très élevés. Oui, parce qu'ils font payer tous les développements qui ont précédé la mise au point de ces médicaments. Mais c'est vrai qu'il y a encore des nouveaux progrès à attendre. Par exemple, il y a des médicaments qui peuvent être donnés 1 ou 2 fois par semaine. Par exemple, on peut espérer ça d'ici quelques années. Donc, je crois que l'industrie pharmaceutique fait un effort très important pour les médicaments. Il est moins important pour les vaccins, malheureusement. Et le vaccin est absolument nécessaire aussi. Si on veut enrayer l'épidémie, il faut faire un vaccin. Et où on en est des vaccins? Parce que je me souviens, nous avons participé à beaucoup de SIDAction ensemble. On a annoncé, on a dit ça va venir, il va y avoir des essais et tout. Quelle est la réalité ce soir? La réalité, c'est que le problème est très difficile. Mais il y a quand même des solutions. Je pense personnellement que si on joint nos efforts, et justement cette photo symbolique que l'on a fait aujourd'hui avec Robert Gallo et William Makuba d'Afrique du Sud, permettra peut-être de joindre, d'augmenter l'effort sur le sida, d'attirer davantage de chercheurs et surtout de faire comprendre aux gouvernements, et pas seulement les gouvernements du Nord, mais aussi du Sud, que vraiment le sida c'est une priorité, car les personnes affectées sont capables de répandre non seulement le virus, mais aussi d'autres maladies encore plus contagieuses comme la tuberculose. Donc ce sont des bombes à retardement. Donc si on ne fait rien pour le sida au XXIe siècle, eh bien, on risque des catastrophes. J'ai là le document, le livre qui sort aux États-Unis, Virus, que vous venez de publier, la lettre aux générations futures. La génération future qui est la plus touchée, c'est principalement la génération des femmes, notamment dans les pays du Sud. Tout à fait. Les femmes porteuses d'enfants infectés, et les chiffres du Zimbabwe et d'Afrique du Sud sont terrifiants. Une femme enceinte sur 3 est infectée. Donc là, je crois qu'on ne peut pas tolérer ceci. Ceci est absolument inacceptable. Et je répète, si on ne fait pas un gros effort sur le sida, sur la recherche sur le sida dans les prochaines années... Un gros effort, ça se chiffre en termes d'argent? Il faudrait qu'il y ait un effort supplémentaire fait au niveau... Je pense, par exemple, les États-Unis pensent mettre 100 millions de dollars pour l'Afrique, pour le sida. Je crois que la Banque mondiale fait également un effort important. La France a proposé un fonds thérapeutique, ce qui était important, un fonds d'aide au traitement. Est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut faire un effort encore plus important, plus international, plus coordonné également au niveau de la recherche. Alors, concret, par exemple, vous, professeur Montagnier, mondialement connu, vous avez vos centres et tout, ça marche bien, vous n'avez pas besoin d'argent réellement, si? Si, moi j'ai toujours besoin d'argent aussi parce que, par exemple, le centre de Paris à l'hôpital Saint-Joseph a été créé avec l'aide de SIDAction en 1994, mais maintenant SIDAction est loin, donc nous cherchons d'autres financements. Il y a aussi un centre en Côte d'Ivoire qui a besoin d'argent, donc nous avons toujours besoin d'argent, effectivement, pour la recherche et surtout pour le vaccin maintenant. Et alors, de l'autre côté, il y a la prévention. On a là aussi le sentiment que ça se relâche un peu. Alors je crois effectivement, il ne faut pas oublier la prévention. Ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur les jeunes est inquiétant, parce que si on oublie le sida, eh bien le sida va revenir. Et encore plus important avec des virus résistants maintenant. Donc la prévention est toujours un maître mot. Merci professeur Montagnier. Je vous ai signalé le magazine Têtu qui publie d'abord un guide gratuit d'information sur le VIH qui est tout à fait remarquable pour pouvoir s'informer, et puis un numéro spécial avec une belle photo 100 ans de libération, les homos en France, où on voit Cocteau et Jean Marais. Merci beaucoup. Et puis demain nous évoquerons les 10 ans d'ACT UP puisque ça marquera aussi les 10 ans de l'action de l'association ACT UP.
Le mois de décembre pourrait bien être un mois spectaculaire en matière de téléphonie, c'est ce que prédisent les membres de ceux qui participent à la semaine des télécoms à partir depuis ce matin au CNIT à Paris. Les estimations prévoient en effet que 20 millions de Français auront un portable au 31 décembre prochain. La concurrence est féroce sur ce marché, les prix sont cassés, les consommateurs discutent à la baisse leurs contrats et certains portables seraient à vendre pour 1 franc. Elisabeth Esley et Jean-Louis Bousser ont tenté de démêler le vrai du faux, le bon du moins bon et l'arnaque de l'aubaine. On ne sait plus à quelle sonnerie se vouer, ni à quel forfait, ni à quel père ou mère Noël. La chasse aux nouveaux abonnés fait rage, les opérateurs ont leur raison. Fin de siècle oblige, l'enjeu est de taille. Nous pensons qu'il y aura 2 millions de clients au minimum qui vont s'équiper d'un téléphone mobile pendant le mois de décembre. Donc nous, ce que nous attendons, nous avons pris le parti de déclarer que nous voulions démocratiser l'usage du téléphone mobile. Donc c'est la raison pour laquelle nous communiquons et avec cet objectif d'étendre à tous l'usage du téléphone mobile. Pour attirer le maximum de nouveaux clients, les opérateurs ne pouvaient pas démocratiser davantage. Tous ces portables, à condition de s'abonner, sont vendus 1 franc. Et ce ne sont pas de vieux coucous. Modèles récents, haut de gamme, qui, achetés seuls, coûtent entre 2000 et 2500 francs. Ça plaît. C'est une façon comme une autre pour les opérateurs de capter une clientèle. Donc je veux dire, c'est pas nouveau. C'était à 200 francs, ça a été à 500, à 200, maintenant à 1 franc. Donc ça me choque pas, non. Vous avez le sentiment d'avoir fait une bonne affaire, là? Je pense, oui. Le précédent, vous l'aviez payé cher, votre précédent? Ah oui, comme il y a 3 ans de ça, je l'avais payé avec le forfait. Ça m'a coûté 1000 francs au début. Les commerçants aussi sont ravis, puisqu'ils multiplient leurs ventes en touchant la même commission que sur les appareils plus chers. C'est l'opérateur qui finance, en se rattrapant sur la quantité et sur le prix des abonnements et des communications. C'est là que le bât blesse. Les consommateurs se plaignent de contrats hermétiques et de services coûteux facturés d'office. Mais cela ne les empêche pas d'abandonner leur téléphone fixe. 10% de Français ont remplacé leur bonne vieille ligne par un portable. 2 mois sous terre dans la grotte de Clamouze, c'est dans le département de l'Hérault. C'est la période de confinement total qui commence pour le spéléologue Michel Siffre ce soir. Il passera à l'an 2000, hors du temps, à la surface. En 1962, en 1972, Michel Siffre avait déjà vécu ces expériences sans repère temporel. Michel Siffre est aujourd'hui âgé de 61 ans. La candidature de Paris aux Jeux Olympiques d'été de 2008 officiellement annoncée avec logo à l'appui, mais le PDG du Club Méditerranée, Philippe Bourguignon, qui présidait le comité de candidature, a préféré renoncer à cette charge faute de disponibilité. Et puis si vous voulez en savoir beaucoup plus sur les Jeux Olympiques, la grande histoire des Jeux Olympiques, un magnifique livre aux éditions France Empire d'Henri Charpentier et Éloge Boissonnade. Du cinéma, demain sur les écrans, la sortie du film réalisé par Jacques Maillot, Nos vies heureuses, l'histoire de 6 personnages entre 25 et 30 ans. C'est plein d'amour et d'amitié, de mal de vivre et de coups de cœur. Jacques Maillot et quelques-uns de ses comédiens avaient choisi la discrétion d'une avant-première à Blois pour parler de ces vies heureuses avec Antoine Cormery et Rémi Poissonnier. Pas de nuée de photographes et pas de Robonstrasse pour les actrices. Ce soir-là, à Blois, pour l'avant-première de Nos vies heureuses, on était loin de l'ambiance de Cannes, où en mai dernier, le film représentait la France en compétition officielle. On est moins tendu quand on va affronter, comme ce soir, une salle de gens qui vont voir le film, comme on peut l'être quand on va à Cannes. Oui, c'est pas tout à fait le... Mais de toute façon, il y a toujours un espèce de petit trac, parce que quand même le film est projeté, qu'il y a des gens qui vont le voir, donc on se demande toujours qu'est-ce qu'ils vont en penser, quoi. Nos vies heureuses, c'est l'histoire à plusieurs voix d'un groupe d'amis, tous un peu cabossés par la vie, tous à la recherche du bonheur. Je dis, c'est les copains de la fac qui m'ont indiqué la boîte. C'est la seule boîte où j'arrive à rentrer, en fait. Mais quoi dans la vie? Pas grand-chose. Des conneries. Quoi? Je viens de faire une tentative de suicide. C'est vrai? C'est super. Tu trouves? Je l'ai loupé. Question-réponse à l'issue de la projection et bien sûr, on ne parle que de ça. Pour vous, le bonheur, il est où? Pour moi, le titre n'est pas ironique, c'est-à-dire que je voulais pas faire un mot d'auteur
en faisant un titre qui était contraire à ce que le film racontait. Pour moi, le bonheur, c'est d'arriver à comprendre qui on est, d'affronter la réalité du mieux possible, sans abdiquer sur ce qu'on désire, sur ce qu'on veut. Et je crois que le film raconte ça, comment en fait des gens prennent en main leur vie, alors avec ce que ça implique de déchirure et de souffrance, mais aussi avec ce que ça implique de vraie vie. Mais tu l'avais pas vendu? T'inquiète pas de ça, voilà les clés. Attends, mais moi j'en veux pas de cette voiture. T'en veux pas? Ben non. D'accord, je me demandais ce que t'allais trouver pour me faire chier. Eh ben ça, j'aurais pas pensé. Après 2 moyens métrages très remarqués, Jacques Maillot signe avec Nos vies heureuses un premier film très personnel, un magnifique portrait de groupe qui nous attache longtemps au pas de ses personnages. Nos vies heureuses, c'est demain sur les écrans. On vient d'apprendre le décès du cinéaste américain John Berry à l'âge de 82 ans à Paris. Sa carrière de réalisateur fut interrompue par la période du McCarthyisme aux États-Unis. On le voit ici au Cercle de Minuit. Accusé de sympathie communiste, il s'était exilé en France où il réalisa notamment 2 films avec Eddie Constantine, puis devint metteur en scène de théâtre, d'œuvres de télévision. Voici un extrait de Menaces dans la nuit en 1951 de John Berry qui vient de décéder à l'âge de 82 ans à Paris. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'information concernant l'ouverture à Seattle, sur la côte ouest aux États-Unis, de la conférence de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Ouverture difficile, les manifestants anti-OMC ont sérieusement perturbé les premières heures. Dans un instant, la météo avec Nathalie Riouet, et puis après Robert Redford et Michel Pfeffer, Frédéric Lopez pour le magazine Alors Heureux, Laurence Ostolaza pour le journal de la nuit. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Christian de Boissieu, professeur d'économie à l'Université de Paris-Sorbonne à propos de Seattle. À 13h, vous retrouverez Carole Gessler et Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir. Merci.